Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonjour, merci de votre présence. On va passer la parole dans un instant à Mirabel Croisier et Patrick Dejean. Je vous remercie de votre présence en tant que directeur de l'IPROS, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir des doctorantes et doctorants qui viennent qui viennent raconter leur thèse dans une rencontre avec un enseignant de l'école, généralement un enseignant qui n'est pas membre de notre équipe de recherche. C'est une façon d'inviter nos collègues à ce troisième étage plus 1 de notre centre de recherche, qui est trop souvent perçu comme étant un lieu un peu accessible, en vérité l'ascenseur humain, et même un mont de charge pour les gens qui auraient des difficultés de mobilité. Donc merci Mirabel de venir présenter ta thèse que tu fais sous la direction de Frédéric Pouzin, donc je remercie de la présence. Et merci à Patrick Dejean d'avoir accepté d'en être le répondant. Donc Mirabel est architecte du patrimoine, elle est maîtresse de conférence à l'école d'architecture Paris-Belleville, dans le domaine de la ville et des territoires, spécialiste des jardins, mais pas que, aussi des questions de production des territoires. Patrick est maître de conférence dans notre école, en pratique de conception architecturale. Patrick a aussi une pratique professionnelle d'extérieur à l'école, en association, une agence de Jean Marin. Et donc je remercie Patrick d'avoir accepté de poser des questions à Mirabel, histoire d'approfondir un peu cette approche des jardins, dont Mirabel va nous résumer brièvement les grandes lignes pour ensuite aborder des questions de fond. Merci à tous les deux. Et je reviendrai dans un instant, une fois que le dialogue sera mené, pour voir si les gens de la salle ont des questions à leur poser. Merci André, c'est moi qui commence un peu, je me lance. Alors je vais brièvement quand même essayer de vous présenter une thèse, c'est pas forcément facile en 10 minutes, mais c'est un exercice intéressant. Je vais déjà vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Qu'est-ce que je veux montrer avec cette thèse, et puis surtout à quoi va servir cette thèse, ce qui est toujours une grande question quand on commence une thèse. Alors moi je suis architecte, je suis diplômée de cette école, et pendant que je faisais mes études, j'ai fait des études d'histoire de l'art aussi. Donc j'ai un master en histoire de l'art et en archéologie. Et puis après, tout au long de ma vie professionnelle, je me suis formée. Parallèlement, j'ai fait un DESS patrimoine archéologique monumental. Et puis j'ai fait l'école de Chaillot, architecte du patrimoine. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai encore repris les études pour faire le master jardin historique, patrimoine et paysage de l'école d'architecture de Versailles. J'ai été associée dans une agence d'architectes en chef des monuments historiques pendant une quinzaine d'années. Et puis je me suis dissociée et je me suis réassociée avec un paysagiste, Antoine Kenardel, pour monter une agence dans laquelle on fait qui s'appelle Tous Transform, et dans laquelle on fait des projets de paysage dans des sites patrimoniaux. Donc tout ça pour dire que voilà, ce sujet, effectivement, je le connais bien. Mon sujet, c'est donc évidemment jardin historique en projet, cultiver l'histoire. Et donc c'est un sujet que je connais bien, mais je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir avoir un regard critique
sur ce sujet que je connais peut-être justement un peu trop bien par certains aspects. Et donc c'est intéressant dans le cadre d'une thèse de pouvoir faire un retour a posteriori sur ces sujets sur lesquels j'ai travaillé. Pourquoi ce sujet aussi? Pour essayer de clarifier justement toute la complexité que représente le projet dans un jardin historique. Et puis, je voulais répondre aux enjeux que ça pose aujourd'hui, ces jardins historiques. D'une part, parce que un jardin historique, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est hybride, à la fois un élément du patrimoine, donc quelque chose qui est monument historique, donc qui est censé être stabilisé pour être transmis aux générations futures. Et à la fois, c'est un patrimoine qui est vivant, puisque c'est fabriqué, c'est constitué, et pas essentiellement, mais pour la plus grande partie, de vivant. Et donc, il faut arriver à naviguer entre ces deux oppositions, entre la volonté de conserver, de fixer, et la volonté de faire quelque chose qui soit en même temps vivant, ce qu'on compose avec le vivant. Et pas forcément que le vivant, évidemment végétal, mais aussi l'animal, les sols, enfin voilà. Alors, autre enjeu, c'est que ces jardins historiques, ils nécessitent une connaissance qui est assez particulière parce qu'elle est à la fois transdisciplinaire et puis elle est aussi indisciplinée, c'est-à-dire que c'est des savoirs de terrain. Et il faut aller sur le terrain et en permanence questionner les différentes disciplines qu'on va mélanger, amender pour étudier ces jardins. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu. Il y a une spécificité de cet objet d'étude qu'est le jardin historique. Et puis le dernier enjeu auquel je voulais répondre dans cette thèse, c'était aussi la question de l'adaptation de ces vieux jardins, de ces jardins historiques, à la question des évolutions du climat et notamment dans tous les enjeux écologiques. Alors pour ça, je voulais montrer ce que c'était que la complexité d'intervenir sur ces jardins à tous les niveaux, la commande, l'enquête et le projet. Et ces trois éléments finalement qu'on aborde de front, ils ne sont pas l'un à la suite de l'autre. Et parce qu'évidemment l'enquête va influencer la commande, le projet va influencer l'enquête, la commande évidemment influence le projet. Donc il me semblait intéressant d'aborder cette question-là avec ces trois niveaux. Et donc de faire le point aussi sur tous les jeux d'acteurs qui interviennent dans la composition et dans le projet d'un jardin historique. Autre chose que je voulais montrer dans le cadre de cette thèse, c'était comment comprendre ces jardins et donc comment lire les traces de l'histoire dans les plis du paysage aujourd'hui. Je n'avais pas forcément la volonté de faire un manuel parce que justement je pense que chaque projet répond à des situations spécifiques et particulières. Et donc l'objectif de cette thèse aussi c'était de donner des outils pour aborder ces jardins historiques. Et je voudrais montrer comment on peut croiser différentes méthodes disciplinaires pour aborder l'histoire des jardins. Évidemment, c'est une connaissance qu'on fabrique dans le cadre de ce projet et aussi d'essayer de parler de la légitimité de cette connaissance liée au projet par rapport à la connaissance produite dans le cadre des disciplines classiques. Donc chaque situation nécessite finalement de bricoler une sorte de méthode et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers mes différents exemples de mon corpus. Par exemple, un des éléments de mon corpus, c'est un domaine viticole qui s'appelle le domaine de la Chaise, qui est situé dans le Beaujolais et qui appartient à la même famille depuis 200 ans. Donc on avait toutes les archives et tous les plans. Donc là, c'était assez simple finalement de faire de la topographie historique et de s'appuyer sur la comparaison des plans. Et à la fois, dans le cadre de cette thèse, je suis allée plus loin parce que j'ai pris le temps aussi et donc j'ai pu explorer d'autres choses que je n'avais pas forcément explorées dans le cadre du projet. Notamment, je me suis rapprochée des études de géographie culturelle, où j'ai découvert que finalement, il y avait des chenevières qui avaient été mises en place dans ce site-là, c'est-à-dire en cultivé du chanvre. Et ça, c'était les soyeux lyonnais qui en avaient ras-le-bol des canuts qui se rebellaient en permanence. Et donc, en fait, ils se sont dit, on va aller voir les paysans du coin, qui eux ne sont pas du tout syndiqués comme les canuts. Et donc, on va leur proposer de faire des toiles de chanvre l'hiver pendant qu'ils n'auraient pas de travaux à faire dans les champs. Donc, c'est intéressant parce que finalement, déjà, c'est toujours intéressant de comprendre comment c'est fabriqué un paysage, mais aussi, ça nous montre aussi toute la diversité de ce paysage qui aujourd'hui est une monoculture de vignes
Donc en fait, on avait une beaucoup plus grande diversité. Donc c'est des outils aussi évidemment pour le projet. Un autre exemple, par exemple, à Noirlac, c'est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, qui aujourd'hui appartient au département et qui est un centre culturel de rencontre. Et donc, en fait, là, on n'avait évidemment aucune archive figurée avant la fin du XVIIe siècle, donc très difficile d'imaginer quelle tête pouvait avoir le jardin de l'abbaye de Noirlac. Là, on s'est un peu, évidemment, appuyé sur le peu de choses qu'on avait, mais on s'est aussi inspiré des études de littérature médiévale qui nous ont permis aussi de comprendre tout le vocabulaire qui permettait justement de lire les chartes et les peu de textes qu'on avait qui décrivaient ce jardin grâce à ce vocabulaire. Le parc Buffon à Montbard, qui va être le troisième exemple de ma thèse, c'est le parc du naturaliste. Et donc là, pour le coup, on s'est plutôt appuyé sur les écrits de Buffon et donc tous ces travaux expérimentaux qu'il avait fait, notamment son potager expérimental, les pépinières qu'il avait montées. Et donc on s'est appuyé justement sur toutes ces archives et ces recherches pour le projet. Donc voilà, le dernier point, le dernier objectif de ma thèse, donc là c'était essayer de comprendre comment lire les traces de l'histoire, et le dernier point ce serait essayer de montrer aussi comment ces jardins entretenaient une relation étroite avec leur territoire. Parce que comprendre cette relation, ça peut être aussi un atout pour le projet, et notamment pour adapter les jardins aux nouveaux enjeux écologiques. Donc cette relation au territoire, elle se fait par les techniques culturales, elle se fait par la gestion de l'eau par exemple, la maîtrise de l'eau, mais elle se fait aussi par la composition. Et je trouvais ça intéressant d'aborder aussi cet aspect-là et de considérer le jardin un peu comme un lieu d'expérience, évidemment, c'est ce que disent les géographes, notamment Daniel Fauché, qui dit que le jardin c'est le lieu où finalement le paysan va expérimenter à petite échelle des choses qu'il ne peut pas expérimenter à l'échelle agricole, parce que s'il se plante sur 3 hectares, c'est compliqué. Alors dans son jardin, c'est plus simple. Donc en fait, c'est une sorte évidemment, c'est une terre d'expérience, et c'est une sorte de point de cristallisation de tout un paysage agricole alentour, très souvent. Donc je trouvais ça intéressant aussi d'aborder cette relation entre le jardin et le territoire. Donc là, je vais terminer pour vous dire un peu ce qu'on pourrait attendre de cette thèse. Et bien déjà, c'est d'essayer de montrer la complexité. Désolée, mais c'est pas simple. Donc, c'est un peu l'ambition, c'est de dire qu'il faut aller un peu au-delà des postures quand on travaille sur un monument historique comme le jardin. Il faut sortir de la posture classique des architectes du patrimoine qui vont parler de conserver, restaurer, restituer, qui vont parler d'état de référence. La notion d'état de référence, elle est difficilement applicable à un jardin. Donc je trouve que c'est intéressant plutôt que de parler des différentes postures, je pense que c'est plus intéressant peut-être de s'équiper d'outils qui nous permettent de lire et de comprendre toutes ces différentes situations qui sont toujours très différentes. Et puis l'autre intérêt, je pense, de cette thèse, enfin j'espère, ça va essayer de montrer à quel point c'est important d'être attentif et d'avoir toujours ces antennes qui sont sorties pour fabriquer en fait nos propres méthodes, et cette sorte d'hybridation justement entre le patrimoine et le paysage, il me semble qu'elle est très riche pour aborder un projet dans un jardin historique. Mais aussi, et c'est là aussi peut-être l'intérêt, c'est que c'est pas forcément que dans les jardins historiques que ça peut être intéressant, mais peut-être aussi dans les projets de paysage tout court. Si j'ai réécouté récemment la conférence qu'avait faite Michel Courageux au Pavillon d'Arsenal il y a une dizaine d'années, et dans laquelle il dit les choses qu'on travaille, j'aime bien cette expression, on travaille des choses quand on fait du paysage, les choses qu'on travaille, elles doivent toujours trouver des ancrages dans l'histoire des lieux, et il dit ce qu'on fait doit avoir l'air d'être là depuis toujours. Et c'est exactement ce que nous apprend à Chaillot quand on est architecte du patrimoine. Donc je trouve que c'est intéressant aussi, finalement, que des paysagistes comme Michel Courageux, qui ne sont pas des spécialistes des jardins historiques, s'emparent aussi de ces éléments et essayent de construire avec l'histoire. Voilà. Merci, et merci pour le partage de ce sujet que je découvre et qui vraiment donne beaucoup d'envie. T'écoutant, je me disais que ça envoyait essentiellement une problématique de conception, et que je me demandais, tu disais que tu bricolais une
sorte de méthode. Mhm. Je me demandais si en fait il n'y avait pas là plutôt une espèce d'inventaire d'outils qui, en fonction du choix d'utilisation de tel ou tel outil, allait définir une méthode propre à chaque situation. Est-ce que je me trompe? Tu as raison, ce serait tentant de pouvoir faire ça, mais je ne suis pas sûre qu'on y arrive parce que c'est tellement divers, tu vois, que je te parlais de la méthode quand on avait travaillé sur Méréville. C'est un jardin qui a été pittoresque de la fin du XVIIIe siècle, conçu par un peintre, Hubert Robert. Et ben, la méthode, ça a été de travailler avec un peintre. Et là, on a un autre projet, par exemple, où c'est un jardin sur dalle des années 50. Et là, c'est encore... Enfin, je ne sais pas si... c'est l'objectif, c'est peut-être d'avoir l'inventaire le plus large possible. Mais je pense qu'il faut rester, à mon avis, très inventif et curieux. Oui, je ne voulais pas dire qu'il y avait une boîte à outils un peu Ouais, fermée. voilà. Au contraire, il n'y a pas de valeur d'exhaustivité dans ce que tu Ouais. proposes. Par contre, il y a tu parles d'interdisciplinarité, et donc, de par ta formation, j'ai bien compris, très large, tu convoques des questionnements d'autres disciplines. Mhm. Et c'est en questionnant d'autres disciplines, enfin par le biais de questionnements qu'auraient pu avoir d'autres disciplines, que tu arrives à poser une question qui soit justement pas une posture, mais plutôt un moyen de prendre conscience d'un territoire pour pouvoir y répondre. C'est ça? Tout à fait, exactement. Okay. Non, mais c'est ça, c'est effectivement, et c'est questionner comme toutes les disciplines questionnent en fait. Sauf que là, c'est un peu transdisciplinaire. D'accord. En quoi c'est pas une méthode? Ben oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une sorte de méthode de ne pas avoir de méthode. Non, mais tu vois ce que je veux dire, de ne pas avoir une posture, ouais. Effectivement. Oui, oui, tu as raison, c'est une sorte de méthode. Je suis d'accord. C'est ça. Non, mais c'est une sorte de méthode, mais si tu veux, c'est tellement difficile de vouloir mettre ça dans des cases, tu vois, que je m'en méfie un petit peu. Et, oui, je comprends. Et je voudrais vraiment, voilà, l'objectif de cette thèse, c'est vraiment d'arriver à montrer que non seulement on a un piano qui est très large, mais on a des façons de composer qui sont aussi très larges. Voilà, Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais il me semble que, quoi qu'il en soit, cette ouverture-là, c'est une méthode d'ouverture, d'une certaine manière. Elle peut être définie comme telle. Oui, c'est vrai. Elle est, ce que je comprends, c'est qu'elle est, a priori, elle vient à contrario d'une posture, telle qu'elle pourrait être dictée dans certaines formations. Je me demandais si d'autres manières de concevoir avaient été prédéfinies en dehors de ces postures. Dans le cas d'un état de l'art, par exemple, j'imagine que tu as fait, est-ce que d'autres paysagistes, d'autres architectes paysagistes travaillent à la conception d'une autre manière que celle que tu présentes là? Dans les jardins historiques, tu veux Dans les dire? jardins historiques, oui. Alors déjà, les projets dans les jardins historiques, c'est quand même relativement récent. Enfin, tu vois, ça fait pas très longtemps qu'on s'intéresse vraiment à cette question-là. Avant, c'était plus, on replantait un peu à l'identique. Tu vois, il n'y avait pas... Donc, je pense que c'est assez récent. Effectivement, oui, il y a d'autres méthodes. Il y a des architectes en chef. Alors, c'est aussi la spécificité de des jardins historiques, ils sont monuments historiques. Donc, en tant que monuments, ils sont soumis à la loi de 1913 sur les monuments historiques et donc ils sont gérés et sous la direction d'architectes du patrimoine ou d'architectes en chef des monuments historiques. Donc c'est vrai que c'est particulier, c'est des jardins, mais c'est des architectes qui s'en occupent. Donc tu vois, il y a peut-être la méthode des architectes en chef, effectivement, qui a consisté jusqu'à assez récemment à ne pas avoir de paysagiste, par exemple. Okay. et de restaurer ces jardins comme on restaurerait un édifice. Tu vois, avec un état de référence, avec des histoires de restitution. Là, effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler pour un architecte en chef qui était une sorte de paysagiste raté, enfin il aurait adoré être paysagiste. Et donc en fait, on ne prenait que des projets de jardin. Et il travaillait avec des paysagistes parce qu'il ne se considérait pas du tout comme un paysagiste. Donc là, effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir été à bonne école parce qu'effectivement, cette thèse, c'est aussi le reflet de tout ce que j'ai appris avec lui. D'accord. Et donc, ces questionnements qui deviennent spécifiques à chaque projet,
forme une méthode particulière à chaque projet. Ouais. D'accord. Et a priori, ce sont, dans ton expérience, de fait, entre le moment où tu as commencé à travailler sur cette thèse et le moment et aujourd'hui, est-ce que ta méthode, justement, évolue? Ou est-ce que puisqu'on c'en est plus ou moins une, quoi qu'il en soit, est-ce que ta manière de faire, de partage avec les autres a évolué sur ce point? C'est-à-dire, dans mon approche des jardins historiques, Ouais. ah oui, je pense que j'ai découvert plein d'autres façons de trouver des choses, notamment, tu vois, beaucoup de choses que j'ai trouvées, voilà, alors ça avec le peintre qu'on avait fait avant, mais par exemple, le travail de la géographie culturelle, l'histoire culturelle, tu vois, c'est des choses, parce que dans le cadre de cette thèse, c'est ça aussi l'intérêt de cette thèse, c'est que j'ai pris vraiment le temps de retourner sur les projets, de reprendre, d'essayer de regarder comment les acteurs avaient fabriqué et comment chaque acteur avait apporté quelque chose au projet, mais aussi moi-même d'élargir encore la recherche, quoi. D'accord. Donc effectivement. Tu mets une histoire au centre de la réflexion. Ouais. Est-ce qu'une autre composante que celle de l'histoire peut être au centre des décisions, l'emporter par rapport à... Ben, aujourd'hui, avec les problèmes écologiques, évidemment. D'accord. C'est sûr qu'aujourd'hui, la question écologique, elle est au moins aussi importante que la question de la transmission de l'histoire, en fait, dans le projet d'un jardin historique. Avec une veille à ne pas les opposer. Ah ben, on fait en sorte de surtout pas les opposer. Et en plus, c'est l'objectif de cette thèse aussi, c'est que si on reprend le fil de l'histoire, en fait, très souvent, on va dans le sens de l'écologie. Donc c'est systématique. Quasiment, très souvent. D'accord. Très souvent, les choses, en fait, s'accordent très bien. Et il n'y a pas vraiment d'opposition. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Le troisième élément, évidemment, hyper essentiel, c'est les usages. C'est-à-dire qu'évidemment, souvent, ces vieux jardins n'étaient pas forcément faits pour un usage de parc public comme on a aujourd'hui. Donc là, c'est une troisième composante qui vient évidemment... Je veux dire qu'on n'a quasiment pas fait de jardin qui ne soit pas écologique historiquement, c'est ça? Tu sais, avant 1950, en fait, on ne faisait pas des jardins qui n'étaient pas écologiques. Enfin, tu vois, c'est depuis les années 50 qu'on mécanise et surtout qu'on met de la chimie. Mais jusque dans les années 50, il y avait des jardiniers. Ouais. Et un jardinier, en fait, il n'est pas du tout contre la biodiversité. Enfin, tu vois, quand on travaille avec ses mains, forcément, les choses se passent assez bien. Et donc, je pensais ça me renvoyait à cette question du titre. Un jardin historique, c'est ça, pour cultiver l'histoire. Je me demandais si ne mettait pas trop au centre la question historique. La question historique. Oui. Alors, c'est vrai. Vous n'envoyez pas de fait une posture contre laquelle, enfin, ou en parallèle de laquelle tu prends position. Alors, déjà, il y a un point d'interrogation derrière cultiver l'histoire. D'accord. Pour l'instant. Et tu vois, et je pense que justement, c'est peut-être ça qui va être intéressant, c'est de voir un peu la place de l'histoire aujourd'hui face à de nouveaux enjeux, tu vois, et de voir comment on peut encore raconter une histoire aujourd'hui, tu vois, raconter cette histoire à chaque fois aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des domaines, alors ça me renvoie, on parlait, tu parlais de la réhabilitation à un moment, notamment avec ces architectes du patrimoine qui peuvent travailler également sur des projets de rénovation, de réhabilitation. Là, on sent des pensées parallèles, notamment en termes de posture, par rapport au charme. Celle de Florence dont tu parles, ou celle ou la Charte de Venise. On se demande en fait de quelle manière cela peut nourrir une question de conception plus générale. Ouais, moi je pense, moi ça me semble intéressant. En plus aujourd'hui, même d'un point de vue de l'architecture, on voit bien qu'on construit de moins en moins, on va construire de moins en moins. Donc je pense que justement, il y a pas mal à s'inspirer aussi de cette posture, on va dire, ou de cette méthode plutôt, soit des architectes du patrimoine, soit même des paysagistes en fait. Mais c'est parce qu'elle sort d'une injonction théorique, ou dogmatique. Peut-être, et je pense qu'aussi en architecture, on est sorti un peu d'un certain dogmatisme là, depuis une vingtaine d'années, et qui fait du bien, je trouve. Et oui, je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est lié.
en termes de conception au moment des études. Est-ce que la même chose se passe? Est-ce qu'il y a une continuité de cette question, de cette conception réflexive et en participant à la lecture à faire pendant la phase de concrétisation du chantier? Est-ce que cette méthode-là continue d'être questionnée avec les composantes que tu as mis en avant au départ? Est-ce qu'elles restent prégnantes jusqu'au bout? Ou est-ce qu'elles évoluent pendant la conception? Enfin, pendant la réalisation? Ça évolue toujours parce que, de toute façon, quand on travaille avec l'existant, tu le sais aussi bien que moi, la phase de chantier, c'est une phase de connaissance hyper importante. Donc que ce soit pour l'architecture, ce que tu connais, mais pour le jardin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a des questions d'archéologie qui sont assez présents. Et donc, en fait, souvent, ça va réinterroger en permanence le projet. Encore récemment, sur un chantier à Montbard, justement, on est tombé sur une ancienne serre, tu vois, donc, qui était complètement enterrée, recouverte, dont on n'avait aucune trace sur le plan. Donc voilà, tu vois, forcément, ça re-questionne toujours le projet. Et donc forcément, cette transdisciplinarité, on continue à l'avoir, puisque on reste encore en relation avec les archéologues à qui on va poser des questions, qui vont peut-être même venir faire des fouilles d'urgence, enfin tu vois, avec évidemment les écologues, les ethnobotanistes, enfin voilà, tout Ça veut dire qu'on pourrait écrire par projet une histoire des disciplines évoquées. Ouais. D'une certaine manière, ça pourrait être ça, l'identité à un moment du projet. C'est toujours la question de ce qu'est l'identité d'un projet de conception aujourd'hui. C'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être l'histoire de toutes ces disciplines qui sont convoquées tout au long du projet. De manière comparative, on pourrait voir ce qui à un moment est plus prégnant qu'un tel projet plutôt qu'un autre. Justement voir la place de l'histoire et de ces différentes histoires. Ok, d'accord. Bien. Moi j'ai une question à poser. D'abord, je vous remercie beaucoup. Les questions de Patrick mettent en évidence quelque chose qui est primordial en ce qui concerne une thèse. C'est le fait que cette thèse a permis d'avoir un recul critique sur notre parcours. Parfois, on fait des thèses pour s'expliquer à soi-même, s'expliquer soi-même à soi-même. Et là, je pense que c'est assez évident ce travail d'introspection et finalement de découverte de tes propres ressources en ce qui concerne l'approche du jardin. Il y a un aspect aussi qu'a abordé Patrick qui, moi, me fascine en ce qui concerne les jardins, c'est cette notion d'état de référence en ce qui concerne l'historique en général. Un jardin, son état de référence, il est difficilement identifiable dès lors qu'on conçoit un jardin en prévoyant, en anticipant la manière dont il sera quand il aura atteint une certaine maturité. Donc son état de référence initial, c'est sûrement pas celui-là, puisque les végétaux sont encore petits, etc. Et son état de référence à maturité, il a souvent été détourné par les usages, par la nature elle-même, qui ne réagit pas de la manière dont on avait anticipé les choses. Et une fois qu'on se penche sur le jardin historique en question avec le recul, évidemment la nature a dévoyé le projet de l'intention initiale du paysagiste dans bien des cas, et les usages également, qu'on a pu faire du jardin en question. Il me semble que cette notion, il me semble qu'à travers le jardin, on remet en question fondamentalement la notion d'état de référence, et on devrait même peut-être en tirer beaucoup plus d'enseignements en ce qui concerne les immeubles. Oui, mais tu as tout à fait raison. On remet complètement en question cette notion-là. Et même tu disais, c'est marrant parce que tu disais, oui, quand on plante un jardin, on imagine comment il va être plus grand. Tu as raison. Mais aussi, j'ai lu, dans le cadre de ma thèse, une réflexion d'un paysagiste qui disait, je suis toujours étonnée quand je travaille avec des architectes qui me demandent quelle va être la taille de l'arbre à terme. Parce qu'en fait, c'est comme si on prenait un bébé et puis qu'en fait, on prenait toute son enfance comme quelque chose qui n'a aucun intérêt et qu'on veut juste savoir quel métier il va faire quand il aura 25 ans. Et j'ai trouvé que cette relation elle était marrante parce que moi j'ai passé mon temps à poser cette question aux architectes avec qui je travaille,
ça va faire quoi à terme? Est-ce que ça va être suffisamment gros? Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le jardin, c'est la phase de l'enfance, c'est-à-dire de 0 à 15 ans, qui est aussi... il est déjà là, le jardin. Voilà, exactement, il est déjà là. Et donc je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, effectivement, la notion d'état de référence est complètement impossible à appliquer à un jardin. Donc voilà, alors il y a effectivement des lignes de composition, qui sont peut-être plus architecturées justement, qui sont une structure qui fait que là effectivement on peut retrouver effectivement un état des références, mais sinon la vraie matière du jardin. C'est là où il m'a apparu à t'écouter que c'est encore plus complexe cette notion, cette capacité cognitive à raisonner sur plusieurs temporalités, c'est encore plus complexe dans ce qu'on travaille sur un jardin que sur un édifice. À la limite, sur un édifice, tu as un état de départ, des états successifs de transformation, un état d'aujourd'hui, et puis tu te projettes dans l'état futur, et encore, tu permets que l'état futur puisse évoluer. Mais ça reste des choses, quoi qu'il en soit, ton cerveau apprend à fonctionner à différentes échelles temporelles, ce qui est assez particulier par rapport à la construction neuve, qu'on n'a quasiment pas. En tous les cas différemment, qu'on a juste par rapport au territoire, non seulement par rapport à l'usage. Et là, il m'a semblé que non seulement tu devais, en tant que paysagiste, comprendre, et je pense qu'il est important d'en rendre compte, tellement c'est spécifique. Tu dois penser effectivement ce qu'il a été au départ, de quelle manière il se transformer, comment il va se transformer dans le futur après ton intervention, et puis en même temps, le temps de maturation, de développement, de remplacement, etc. C'est encore plus complexe, mais je pense qu'il est fondamental de rendre compte de cela, parce que c'est très particulier en termes de conception. Oui, t'as raison, c'est vrai. Et en fait, pour toi, c'est une évidence. Mais en termes de conception, qui est quand même un domaine qui interroge beaucoup nos confrères dans beaucoup de disciplines, réfléchir à plus d'échelle temporelle, plus en mouvement, c'est encore plus particulier. C'est vrai, ça. Tu comprends pourquoi je ne peux pas faire un manuel? Non, mais tu vois, c'est un manuel, c'est tout le temps en construction en fait. C'est presque à la limite. Je suis d'accord, c'est pas un manuel. C'est pas un manuel, tu vois. Alors, c'est un. C'est l'objectif de la thèse, justement. Oui, mais je pense que c'est. Il ne faut pas avoir peur du fait. Enfin, je pense qu'il ne faut pas craindre le fait que c'est quand même un moyen de rendre compte d'une spécificité de la conception. Et que c'est assez important. Est-ce que nos auditeurs ont des questions à poser? Elisabeth. J'en ai une un petit peu sur, vraiment dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Déjà, merci beaucoup pour le projet, la présentation du projet très enthousiasmant. Sur la question de la temporalité, et c'est vrai que je pense que ce qui est vraiment un nœud, et tu le pointes très bien, et Patrick le reprend, c'est comment le montrer au fait, parce que c'est vrai qu'on est tellement dans des représentations souvent figées qui sont issues, je pense aussi effectivement de la commande architecturale, c'est-à-dire qu'on va représenter l'état qui en réalité ne sera jamais celui de la livraison du bâtiment, c'est l'état avec des arbres qui ont 20 ans peut-être, et comment assumer en fait, comment réussir à forcer en fait, à représenter justement l'état au moment de la livraison du bâtiment avec effectivement l'état de la France, comme tu disais, c'est une très belle métaphore, et l'assumer et presque en montrer ses qualités, et je pense qu'on est tellement dans une sorte de culture, de projection de l'objet fini, du paysage comme un objet figé, alors qu'effectivement c'est un objet éminemment mouvant, et je pense qu'il y a vraiment une difficulté de rencontre culturelle en fait, entre les paysagistes et les arbres. Enfin, ça a bougé évidemment beaucoup, mais pour le moment on est quand même un peu héritier de ça, en fait, de cette vision très close, et que les paysagistes ont su peut-être beaucoup plus tôt déplacer. Et notamment dans cette vision des étapes, il y a aussi celui qui cultive, au fait, qui n'est pas tellement rendu visible dans les représentations visuelles, c'est-à-dire que quand tu parles de l'enfance, c'est celui qui prend soin aussi de tous les soignants du jardin qui ne sont jamais montrés en fait, dans l'espace de représentation visuelle. Comment peut-être faire remonter aussi ça, que le jardin c'est le
on l'entretient. Et c'est vrai que le jardin est souvent représenté, tout au moins dans les concours architecturaux et dans toutes les représentations, comme un lieu d'usage de ceux qui pratiquent et qui profitent du paysage, mais pas forcément celui de ceux qui en prennent soin. Mais tu as tout à fait raison, c'est un sujet hyper important, la question de celui qui jardine, parce que évidemment il n'y a pas de jardin sans jardinier, mais tu ne peux pas savoir le nombre de fois qu'on a entendu avec Antoine qu'on nous dise bon alors on veut un jardin qui soit beau, mais alors sans entretien, hein, parce que là on n'a pas d'argent pour l'entretien. Donc en fait c'est vrai que même on le voit avec ce que fait la ville de Paris, c'est-à-dire qu'il y a des plantations partout, au pied des arbres partout, mais il y a une diminution du nombre de jardiniers. Donc en fait ça les rend ça fait que le métier de jardinier est encore plus dévalorisés parce qu'ils sont extrêmement mal payés pour un boulot en plus qui n'est pas satisfaisant, qui se transforme un peu, comme dit justement, en technicien de surface, tu vois. Et donc en fait, c'est vrai que la question de celui qui jardine, elle est essentielle. Comment faire alors pour la représentation, je pense que les paysagistes quand même sont formés à ça, c'est-à-dire qu'ils sont capables de montrer ça, donc on peut s'en inspirer. Après, comment faire pour la question de l'entretien? Donc nous, en fait, je pense que c'est important effectivement, j'en parlerai dans ma thèse aussi, de la question du plan de gestion, c'est-à-dire dès le départ, et ça c'est quelque chose dont il faut parler dès la commande, et pas à la fin, pour dire, bon, en fait, on vous donne les clés, mais maintenant, qui jardine? C'est-à-dire essayer de définir dès le départ avec le maître d'ouvrage quelles sont les capacités de gestion, qui va pouvoir jardiner, et dans quelle mesure, et même, ça nous est arrivé, à Noirlac justement, d'imposer l'embauche d'un jardinier. On a dit on fera ce jardin s'il y a un jardinier qui est embauché. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très très sensible. D'autres questions? Oui, Corinne. Oui, je voulais vous, je suis contente, je voulais vous remercier aussi pour cet échange qu'on a là, parce que ça porte aussi sur des notions épistémologiques, et on a rarement l'occasion de débattre, d'échanger là-dessus, avec des mots dont les frontières ne sont pas toujours très, très faciles à appréhender, comme posture, méthodologie, outils. Le terme outil étant très populaire dans les écoles d'architecture. Alors c'est pour ça que je voulais aussi revenir à cette question d'un projet ou une analyse ou un diagnostic sans méthode, a priori. Je ne suis pas très convaincue, je veux dire, encore. Ça dépend de ce qu'on appelle méthode, en fait, c'est pareil. Et puis revenir aussi justement au parallèle avec, disons, le diagnostic patrimonial de bâtiments construits, où il y a eu quand même des positions un peu plus claires là-dessus. Je pensais par exemple à Henri Bressler, qui a longtemps enseigné ici, et qui avait commencé à développer un postulat, je ne sais pas si c'est une posture, un postulat, comme quoi, avant toute chose, il faut revenir aux intentions de l'époque qui a produit tel ou tel bâtiment, et aux intentions des concepteurs, puis d'autres aussi, je pense aussi à Gaby Bonnet-Kemper, qui est allemande, et qui parlait la même chose en fait sur l'intention, l'advenu du projet, qui démarre d'ailleurs à la phase chantier, et l'advenu en termes aussi d'usage et de perturbation, d'obsolescence, etc. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences, peut-être, entre ce type d'attitude, de postulat, de posture, je ne sais pas exactement, qui sont, disons, un peu fondamentales pour le diagnostic patrimonial d'Annecy, et celui du jardin. Et je pense que dans ce que tu racontes, finalement, tu fais le même parcours. Hein, non, mais tout à fait. Par les archives, et puis regarder éventuellement des... Non, mais évidemment, il y a une méthode de base qui est quand même celle du diagnostic, qui est évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, pendant longtemps, ces jardins, ils ont été étudiés par des architectes en chef des monuments historiques ou par des architectes de patrimoine. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc quand je dis qu'il n'y a pas de méthode, c'est un peu provocateur, mais il y a forcément une méthode. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... comment dire? Oui, c'est plus qu'il n'y a pas... C'est pas un manuel, c'est-à-dire, je veux dire, on ne va pas dérouler, tu vois, un ensemble de trucs. On va essayer évidemment de faire de la topographie historique. C'est comme la méthode numéro 1. On va évidemment faire le tour des archives. C'est
numéro 2. Enfin, tu vois, comme c'est le 1 et le 2 derrière. Enfin, voilà, donc évidemment qu'on va travailler comme ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire aussi tout seul. C'est quelque chose qu'il faut faire en équipe. Et ça aussi, je pense que c'est hyper important de travailler avec un paysagiste sur un jardin historique. C'est pas non plus ce que fait tout le monde. Tu vois, ça se fait de plus en plus, mais ça s'est pas forcément fait tout le temps. Donc ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, importantes, tu vois, à développer. Et effectivement, voilà, comme tu disais, ce que disait Wasser, effectivement, revenir à l'état initial, on va dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ce jardin, pourquoi est-ce qu'on a, quelles étaient les intentions. C'est évident qu'on va travailler évidemment avec ça comme matière première, hein, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est une matière. Ouais. C'est pas forcément celle qui donne le sens premier. Pas du tout. Hein, Non, non. tout On verra. diagnostic, il est totalement discutable, c'est une Exactement. interprétation. Tout à fait. Il y a des choix qui sont faits qui orientent ou pas. C'est toi qui vas décider aussi en fonction de ce que tu vas convoquer comme autre discipline. C'est ça que je trouve assez riche, notamment par la pluralité de ta formation, que tu as du coup de fait un regard très élargi sur un objet et qui n'est pas lié simplement au diagnostic. Qui lui pourrait amener une posture de reconstitution éthique avec peut-être la suppression de 2-3 espèces qui ne sont pas indigènes, quoi que ce soit. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le terme d'enquête il est plus approprié que diagnostic, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert et il est moins descriptif qu'un diagnostic. Tu vois, moi j'en ai fait énormément des diagnostics en tant qu'architecte du patrimoine et en bossant chez un architecte des monuments historiques. Tu vois, ça a été mon quotidien pendant 15 ans. Donc c'était ce qui m'intéresse justement, c'est de mélanger cette approche-là avec celle des paysagistes. Merci. Mirabel, est-ce qu'il y a d'autres questions? Collègues et amis? Eh bien, on va terminer dans les temps d'ailleurs. C'est bon, ouais, super. Je vous remercie de votre présence et je vous invite dès demain à assister à la présentation et à la discussion de l'ouvrage de Philippe Simet, Bâtir avec ce qui reste, qui sera en dialogue avec Paul Landoher pour aller au fond des intentions et des ressources de son ouvrage, comme on l'a fait aujourd'hui grâce à Patrick. Je remercie à nouveau. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Merci à tous les deux.